Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast À cœur ouvert avec Alex. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très chaud. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'il y a tellement de mésinformations et d'informations sur ce sujet-là. On va parler de nutrition avec une nutritionniste, Vanessa. Bonjour. Salut. Un gros merci d'avoir pris le temps de te déplacer de Québec. Ben, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Là, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Je suis prête. Tu étudies à l'Université Laval en nutrition. Tout d'abord, c'est quoi le métier de nutritionniste? Oh là! C'est une grosse question, mais en fait, on s'imagine très bien la nutritionniste qui fait des plans alimentaires. Souvent, c'est ce que les gens vont penser, là, la nutritionniste qui fait perdre du poids, je le mets en parenthèse. Mais il y a plusieurs choses qu'une nutritionniste peut faire. Là. Puis je vous dirais que nous, à l'université, ce qu'on nous apprend beaucoup, c'est tout ce qui a trait au domaine médical hospitalier. Fait que, ouais, je vois ta face. Hein? Même nous, quand on s'inscrit en nutrition, on le sait pas, ça. Fait que c'est beaucoup dans le traitement de la pathologie, finalement. Fait qu'il y a beaucoup comme les gens qui vont avoir eu des problèmes cardiovasculaires, du diabète, mais aussi, tu sais, qui ont eu des cancers au niveau des enfants, au niveau de, dans finalement, tous les départements à l'hôpital. Wow. Puis, évidemment, c'est vraiment pas toutes les nutritionnistes qui font ça, là. Fait que concrètement, les nutritionnistes qu'on voit un petit peu plus, mettons, sur les médias sociaux ou quoi que ce soit, c'est des nutritionnistes qui vont faire de la clinique privée ou de la clinique, tout simplement, là. Fait qu'on rencontre des clients pour leur donner des conseils par rapport à leur alimentation. L'idée, c'est de les guider vers de meilleures habitudes de vie. Fait qu'on est vraiment des accompagnateurs. Il y a un rôle d'éducation, c'est sûr, mais il y a aussi un rôle de motivation. Il y a un rôle tu sais, au final, le but, c'est de redonner un peu l'autonomie au client pour que lui soit en mesure de se prendre en charge puis de faire des meilleurs choix. Fait que je te dirais, c'est pas mal ça. Puis on voit de plus en plus aussi des nutritionnistes dans les médias. Fait qu'il y a aussi un travail de communication, là, et donc d'éducation, mais à plus grande échelle, donc à l'échelle populationnelle auprès de la communauté, finalement. Wow, OK. Mais c'est tellement plus complexe que je pense. Tu sais, justement, je trouve c'est qu'on connaît beaucoup les nutritionnistes que, moi, je veux perdre du poids, fait que qu'est-ce que je dois faire? La nutritionniste, c'est la fille qui fait perdre du poids. Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est la pire chose. Tu peux pas dire à la nutritionniste. Ah oui, hein? C'est vraiment le classique, en fait, qu'on entend beaucoup. C'est le cliché, plus que le classique, oui. Puis, c'est quoi que tu considères qui est la mission du nutritionniste envers quelqu'un, mettons, qui n'a pas de diabète, qui n'a pas on a parlé beaucoup de cancer, de diabète, mais quelqu'un qui, mettons, comme moi, qui est en santé, je vais te rencontrer puis je te dis, moi, je veux améliorer ma santé. Comment on peut, comment ça fonctionne, en fait, le démarchage avec la rencontre, comment ça fonctionne? Bien, tu sais, la première chose à faire, c'est vraiment de déterminer les besoins et attendre de la personne qui nous contacte parce que chacun, la raison qui va amener une personne justement à contacter une nutritionniste, ça va être variable d'une personne à l'autre. Fait que une fois que tu as bien déterminé ça, ben là, on peut faire un plan de match qui est adéquat pour la personne. Mais tu sais, la première étape, en fait, ça va être définitivement que moi, j'essaie de comprendre, ben premièrement, c'est quoi tes habitudes actuelles. Puis oui, tes habitudes alimentaires, mais il faut se faire un topo aussi de l'ensemble de tes habitudes de vie, tu sais, stress, santé, médication, activité physique, tu sais, c'est quoi ton quotidien. Puis après ça, moi, j'essaie de t'amener à une autre étape. Puis tu sais, l'autre étape, ça peut être autant comme concrètement dans ton assiette, ton alimentation, mais ça peut être aussi pour d'autres personnes plus en la relation avec la nourriture. Il y a des gens vraiment, puis ça, c'est de plus en plus qu'on le voit, qui sont comme... Là, mon problème, c'est que j'ai l'impression, puis sans nécessairement que ce soit un trouble alimentaire, tu sais, le trouble alimentaire, c'est un continuum, selon moi. Tu peux avoir une relation qui est très saine avec l'alimentation, puis à l'opposé, tu as le trouble alimentaire, mais à quelque part entre les deux, ça se peut que tu vives de l'anxiété puis que tu te sentes pas bien sans nécessairement avoir un trouble alimentaire. Fait que des fois, les gens, ils nous contactent puis ils disent que, genre, je me sens que je suis obsédée par l'alimentation, je pense tout le temps à ça, il me semble que c'est pas normal, j'aimerais ça me sentir mieux, j'aimerais ça me libérer de cette pression-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Fait que dans ce contexte-là, justement, on va vraiment plus travailler la relation avec la nourriture, la relation au corps, la relation au poids. Oui, on va jaser aussi dans l'assiette, qu'est-ce qui se met, mais on essaie vraiment de l'amener à un autre niveau. Puis c'est pas nécessairement, justement, en disant de manger plus de protéines puis moins de sucre. Là. Okay. Fait que ça dépend vraiment, c'est ça, des besoins de la personne. Puis je pense que ce qui va faire, justement, que la personne va vivre une belle expérience avec la nutritionniste, c'est quand que les besoins sont bien compris aussi. Là. Wow! OK, c'était très complet. J'aime vraiment ça. Tu parles beaucoup aussi d'approche intuitive. Oui. De l'approche intuitive, exactement. C'est quoi exactement cette approche intuitive?
Ben, l'alimentation intuitive, en fait, c'est vraiment un mouvement là, qui a vu le jour quand même il y a plusieurs années, qui a vu le jour aux États-Unis, puis évidemment, les trends des États-Unis, mais ça vient toujours de ce côté-ci. Je pense pas que c'est un trend, là, parce que je pense vraiment que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Puis c'est un peu un mouvement qui vient un peu contrebalancer, justement, toute la culture de la diète. T'sais. Fait que là, on était tellement, justement, rendu dans l'obsession de la minceur, de la diète, de manger moins, fait qu'à un moment donné, c'est comme si, d'un autre côté, on se dit, là, wow, comme on voit aussi les méfaits que ça fait, ça, les méfaits surtout sur la santé mentale. Fait que là, on se dit, OK, il faut un peu changer notre mindset par rapport à ça. Puis là, vient le mouvement intuitif. Fait que, tu sais, je retourne avec un genre de continuum, mais tu sais, d'un côté, tu as comme la culture de la diète, puis de l'autre côté, tu as comme le fameux health at every size ou l'alimentation intuitive. Puis des deux côtés, je trouve que des fois, ça peut aller un peu loin. Là, dans tu sais, quand on est un peu dans les extrêmes, souvent, ça peut aller un petit peu loin. Mais globalement, pour répondre à ta question, ce que c'est l'alimentation intuitive, tu sais, c'est un mouvement qui a beaucoup plus de nuances qu'on pourrait le croire. Souvent, les gens, ils vont le simplifier en disant, ben manger intuitivement, c'est de manger quand tu as faim puis arrêter de manger quand tu n'as plus faim. Mais tu sais, ça, c'est l'un des principes de l'alimentation intuitive qui suggère effectivement d'être plus en connexion avec son corps, d'écouter ses besoins, d'écouter comme réellement les signaux de faim et de satiété. Puis j'ai envie de te dire, oui, il y a une tendance dans l'alimentation par rapport à ça, mais il y a une tendance en général dans la vie de comme retour vers soi, connexion vers soi, tu sais, arrêter de s'étourdir avec plein d'affaires puis juste essayer de se dire, je me sens comment, moi, dans le fond, tu sais. Puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, à avoir tellement d'informations, on finit par intellectualiser des principes qui ne l'étaient pas autrefois. Puis les gens, comme intuitivement, justement, étaient quand même capables de s'alimenter. Est-ce qu'ils le faisaient de manière optimale, probablement pas. Évidemment, aujourd'hui, on a quand même de l'information qui sert, mais à un moment donné, il faut un peu se retrouver dans le mi-chemin avec ça. Puis oui, j'adore l'alimentation intuitive, mais encore là, je pense aussi que puis une nuance qui est importante à amener, c'est que souvent les gens vont dire comme si tu manges intuitivement, tu manges ce que tu veux quand tu veux. Puis tu sais, ben dans le fond, il y en a qui rient un peu de ça en disant ben moi mon intuition me dit de manger des burgers, fait que je mange des burgers, tu sais, puis comme je me soucie plus de ma santé. Mais en fait, c'est pas parce qu'on mange intuitivement qu'on oublie les concepts d'une saine alimentation. Ouais. Manger sainement sans que ça devienne anxiogène, ça fait quand même aussi partie de l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que si, mettons, tu dis, moi, justement, tantôt, avant d'entrer en ondes, on parlait de jeûne intermittent puis tout. Ben justement, si tu te dis, moi, je mange pas le matin parce que, anyway, j'ai pas vraiment faim. Puis en plus, ben, j'ai les notions qui m'ont. Je fais des lectures par rapport à tel sujet, puis ça semble intéressant pour ma santé. Fait que c'est une décision que je prends, qui me convient, qui convient aux besoins de mon corps, puis à ce que je pense qui est bien pour moi. Fait que. Je suis allée un peu n'importe où avec ma réponse. Non, c'est super intéressant. Mais je pense, en fait, ce qui est important de retenir, c'est d'y aller avec. C'est du cas par cas. C'est d'arrêter de dire que pour un groupe global de personnes, il faut manger de cette façon. Pour un autre groupe, c'est de cette façon. C'est d'y aller vraiment cas par cas. Puis moi, ça, je me sens bien de cette façon en faisant, prenons l'exemple du jeûne intermittent. Alors, je vais aller dans cette lignée. Moi, de manger de façon intuitive, je me sens bien. C'est d'y aller dans cette lignée. C'est vraiment d'y aller dans la façon que moi, je me sens bien. Toi, tu te sens bien. Lui, elle, tu sais, tout le monde se sent bien. C'est plus dans cette façon-là. Oui, puis je pense que l'intuition a toujours sa place dans l'alimentation, dans le sens qu'on va toujours avoir des feelings, des besoins, des goûts particuliers, puis tu sais, justement, des signaux corporels, puis c'est important de les écouter. Par contre, selon la personnalité de la personne, tu sais, j'ai des collègues, puis je les respecte 100%, puis tu sais, chacun travaille à sa manière, puis c'est tout à fait correct, mais j'ai des collègues qui vont avoir une approche, tu sais, puis effectivement, ben, ils attirent les gens qui vont vouloir aller vers cette approche-là, fait que c'est parfait. Mais tu sais, moi, je pense pas que l'alimentation purement stricte intuitive convient à tous. Il y a des gens qui sont très cartésiens, qui aiment ça suivre un plan, que ça les motive, alors que pour d'autres, c'est anxiogène. Mais si toi, si tu me dis, hey, moi, là, je suis craquée si tu me fais un plan, que tu me dis, genre, ça c'est un bon déjeuner protéiné, puis là, mon dîner, ça peut ressembler à ça. Moi, ça me motive full, puis là, je suis content quand moi, je fais genre, check, j'ai mangé mes affaires. Ben, comme, pourquoi pas? Genre, tant mieux, là, ça sera ça qui fonctionnera pour toi. Fait que je pense aussi qu'il faut y aller avec un peu, oui, comme le besoin du corps puis de la personne, mais lui, c'est quoi qui l'amène finalement? La finalité étant d'avoir des meilleures habitudes de vie. 100%. Exactement. Et puis, en parlant de saines habitudes de vie, qu'est-ce qui est une alimentation globalement bonne? Je veux dire, moi, je parle beaucoup des protéines, parce que je fais beaucoup de sport. Fait, encore là, je parle beaucoup des protéines parce qu'on m'a toujours dit les protéines vu que tu fais beaucoup de sport. Est-ce que c'est vrai que vu que je fais beaucoup de sport, j'ai autant besoin de protéines que ça, ou c'est un peu encore un mythe? Je trouve aujourd'hui, comme tu disais tantôt, on a tellement d'informations, mais accès aussi à tellement de désinformations que
J'ai l'impression que des fois, je pensais que je faisais des choses qui étaient super bonnes dans mon alimentation, que finalement, je me rends compte que c'était vraiment pas bon. Fait que j'essaie un peu de me positionner dans ça, d'y aller un peu de façon intuitive. Moi, je fais le jeûne intermittent, je suis bien là-dedans, ça me convient bien. Le matin, j'ai pas faim. Puis je trouve que quand je mange tôt le matin, on dirait après ça, je me sens ballonné, je me sens pas bien. Mais après ça, peut-être que mon voisin, c'est autre chose pour lui. Fait qu'une bonne alimentation, globalement saine, c'est quoi dans mon assiette exactement? Ben, la réponse number one à ça, c'est comme plus de végétaux possible, le plus simple possible, le plus cuisiné maison, puis le moins d'aliments transformés. Ça, c'est ma réponse numéro 1. Ma réponse numéro 2, ça va être de se coller un peu à la diète méditerranéenne. Il y a une diète qui cartonne depuis des années. Encore l'année passée, à chaque année, il y a un regroupement d'experts américains qui se regroupent pour analyser toutes les diètes, là, toutes les diètes modèles alimentaires qui sont offerts sur le marché, puis ils en font comme un peu une cote là, selon justement les revues de littérature, la littérature en soi. Puis la diète méditerranéenne ressort toujours comme étant la top. Tu sais, finalement, diète méditerranéenne, ben justement, dans le fond, il y a comme. Elle a quand même évolué. Ça fait longtemps là, qu'on la connaît, la diète méditerranéenne, mais elle a évolué. On est rendu à la 4.0. Là, tu comprends? À la base, dans le fond, c'est quoi? C'est justement des végétaux, au moins 2 portions et plus de légumes par repas. Une portion et plus de fruits par repas, de l'huile d'olive à tous les repas, donc des bons gras, des herbes et des aromates et des épices à tous les repas aussi. Après ça, je ne sais pas tout par cœur, mais ils disent, à la base, il y a aussi les grains, mais les grains, idéalement des grains entiers, fait que du quinoa, de l'avoine, des grains entiers. Les glucides qu'on tente trop souvent de diaboliser. Puis moi, souvent, quand j'ai des clients qui sont vraiment anti-carbs, ben, je reviens à comme, hey, check, dans le fond, la diète méditerranéenne, là, les grains, c'est la base, c'est oui, parce que là, les glucides, moi, je trouve, là, je dérape sur un autre sujet, mais je trouve ça drôle comme les gens qui disent les glucides, c'est mal. Et les glucides, c'est autant les jujubes, le jus, les confiseries, que c'est genre les légumineuses, le quinoa puis l'avoine. Comment qu'on peut mettre tous ces aliments-là, tous les regrouper puis dire ça, c'est pas bon. Genre, c'est vraiment un gros manque de nuances. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est ça, la diète méditerranéenne. Après ça, on met de l'avant de plus en plus les protéines végétales, les poissons, la viande rouge, c'est genre une fois par semaine. Les viandes rouges transformées, c'est au plus. Tu sais, je pense que c'est moins justement d'une fois par semaine max. Fait que bref, le modèle alimentaire, je le trouve vraiment super intéressant. Puis je pense qu'il a fait ses preuves, définitivement. Là, tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi. La nourriture transformée. Oui. On est dans une société aujourd'hui qu'on va aller vite. Tout doit être vite, tout doit être rapide. On va dans les épiceries maintenant, tu as des plats congelés, tu as des plats tout faits. Name it, ils l'ont. Tout est possible aujourd'hui. Moi, j'aime bien revenir aux bases. C'est un peu ce que je dis souvent à ma copine puis que je dis à mes chums. Moi, je mange ce que bon Dieu a mis sur la terre. Des fruits, des légumes, de la viande, de la volaille, des poissons. Je mange ce que bon Dieu a mis sur la terre, des noix. Fait que je m'alimente beaucoup de ça. Qu'est-ce que tu penses de toute cette nourriture transformée? Je parle aussi de protéines, les barres de protéines, les protéines en poudre. C'est quelque chose que je voulais vraiment aborder avec toi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mais encore une fois, il ne faut pas en venir qu'à amener du stress ou à diaboliser certains aliments. On est tous pressés par moment. C'est des aliments qui dépendent, qui peuvent faire partie de la vie. Puis honnêtement, je disais tantôt, là, avant qu'on débute l'épisode, que hier, j'étais allée à Cial Canada, qui est comme un gros regroupement de l'industrie agroalimentaire. Puis il y a vraiment des entrepreneurs qui se font une mission de cœur d'offrir des produits qui sont sains pour la santé. Ils le font pour nous. Pourquoi qu'on se casserait la tête à le faire? That's it, c'est cool, tu sais. Je veux dire, si, mettons, justement, tu fais... ça dépend tellement des produits, tu sais. Mettons, comme j'ai un produit en tête, là. C'est une tartinade qui est offerte sur le marché, mais elle n'a pas d'additif. C'est finalement des bleuets avec des graines de chia pour l'épaississement, tu sais. Puis je pense qu'il y a un petit peu de sirop d'érable ou quoi de genre. Comme... Oui, c'est un produit transformé, mais comme tu pourrais le faire chez vous, là. Fait que ça, c'est juste, ça te donne un coup de pouce, tu sais. Puis il y a des produits qui sont transformés parce qu'ils sont transformés mécaniquement. Mettons, tu achètes un beurre d'amande, ça pousse pas dans la nature, du beurre d'amande, mais c'est des amandes qui sont broyées. Oui, Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il faut faire attention. C'est pas nécessairement de diaboliser les choses de l'industrie, mais c'est plus à quel point il y a des additifs dans ton affaire, puis à quel point c'est plus naturel, là. Comme justement, les barres de protéines. Tu sais, moi, le monde qui me dit
dire, qui pensent qu'ils mangent santé, mais qui mangent un truc qui goûte, qui est au gâteau, aux carottes et fudge, je sais pas trop quoi, là. Je suis comme, moi, ça m'inspire pas. J'aime mieux quand c'est vert, tu sais, un beau vert naturel, pas vert. Fait que, tu sais, je pense qu'encore là, ces aliments peuvent dépanner. Tu sais, moi, j'en ai des suppléments de protéines chez nous. Là. Pour moi, c'est un aliment. Tu sais, c'est pas quelque chose que je vais manger, que je vais systématiquement prendre tout de suite après un entraînement ou, tu sais, que je me dois d'en prendre un tous les jours. Sauf que des fois, mettons que, tu sais, avant, j'en prenais beaucoup, mettons, là, quand je travaillais dans un gym, puis comme souvent, j'avais des clients entre 4 et 8 le soir, un moment donné, je commençais vraiment à avoir faim. Fait qu'une scoop de protéines dans ma bouteille d'eau, ça m'aidait, ça me soutenait. C'était un helper. Genre. Fait que c'est correct d'utiliser ces aliments-là comme ça. Mais c'est sûr que plus les aliments sont naturels, plus c'est favorable. Puis je pense que pour faire plus de place à ça dans notre alimentation, ben il faut aussi réapprendre la base, c'est-à-dire apprendre à cuisiner. C'est quelque chose, je trouve, qui se perd beaucoup Tellement. aujourd'hui. Les gens ne savent plus cuisiner, on dirait. On dirait que cette semaine, j'ai eu une révélation. Tu sais, ça fait quand même un petit bout maintenant que je fais ce que je fais. Là. Puis je suis comme... On dirait qu'il y a une cliente qui m'a dit une phrase, puis je dis, voyons, il me semble que de ce temps-ci, tout le monde me dit ça. Et cette phrase ou cette mise en contexte, c'est comme... Tout allait bien quand j'étais jeune, adolescente, puis tout. Puis là, ben finalement, je suis partie en appart. Puis là, ça a dérapé. C'est là que la débauche. Je suis comme, OK, ouais, il y a quelque chose, là, dans le fond, là, de justement les jeunes qui partent, tu sais, puis ils n'ont aucune connaissance culinaire. Là, ils découvrent comme, ben là, ils commencent à avoir un peu d'argent parce qu'ils travaillent, les restos, les bars, tu sais. Fait que je suis comme, il y a quelque chose dans, comme, tu sais, tes enfants, quand ils partent de chez vous, ils savent-tu un peu cuisiner ou pas du tout, tu sais. Fait que ça aussi, je pense qu'effectivement, de réapprendre à cuisiner un minimum, c'est quand même important. C'est super intéressant, ça, parce que je trouve qu'encore une fois, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant accès à des informations, des livres de recettes, des livres de nourriture, des livres de nutrition, name it, on a tout. Mais pourtant, on ne sait plus faire à manger. Moi, j'étais super, tranche de vie, j'étais super chanceux parce que mon père est chef cuisinier de métier. Wow, fait que, tu sais, justement, j'ai eu très jeune, j'ai souvent ça en blague, mais c'est vrai, j'ai appris à faire un steak avant de faire du vélo, littéralement. Fait que je trouve que j'ai eu cette chance-là. Puis même avec ma copine, c'est souvent moi qui cuisine et elle cuisine super bien. Mais c'est que j'ai appris à cuisiner jeune et j'aime ça. Puis je regarde mes amis, autant mes chums de gars que mes chums de filles. J'ai l'impression que les gens ne savent plus cuisiner aujourd'hui. On va aller vite, on ne sait pas quel aliment est bon, quel aliment est moins bon. Je trouve ça un peu dangereux. Je me dis, pourtant, on a tellement accès à d'informations, de livres, de podcasts aussi qui parlent de ça, mais pourtant, on ne le fait pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est moins mis de l'avant, qui est moins... Ben en fait, c'est que tout est une question de priorité, ça, c'est sûr. Puis, je pense qu'effectivement, tu sais, on en a tellement beaucoup sur les épaules maintenant. Puis comme tout va tellement vite qu'on dirait effectivement que les gens sont comme un peu pris au dépourvu. Puis c'est ça un des plus grands problèmes. Puis d'ailleurs, j'ai développé un programme avec une collègue qui est créatrice culinaire qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on mange cette semaine ?» pour montrer carrément, tu sais, on est dans nos cuisines, là. On fait vraiment comme des ateliers, des démos culinaires. Parce que concrètement, ce que je réalisais, c'est que c'était bien beau les gens justement qui avaient toutes les connaissances, mais le problème, c'est quand ils arrivaient chez eux le mardi soir, ben ils ne savaient pas comment s'y prendre, tu sais. Puis en consultation, moi, je peux pas apprendre aux gens à en cuisiner, là. Ben non. Ça marche pas, là. Fait que je pense pas... Pourtant, les gens sont intéressés, mais c'est vraiment que c'est de faire des efforts. C'est comme un effort de plus. J'ai l'impression que la vie va tellement vite que le monde a un peu l'impression qu'ils sont toujours en train de faire des efforts. Puis que là, tu sais, la journée, la job, le transport, puis là, quand ils arrivent chez eux, ils sont comme écœurés de faire des efforts. Ils sont genre, je peux-tu juste comme chiller puis avoir du temps pour moi. Puis comme quand tu sais cuisiner puis que tu es efficace en cuisine, c'est un plaisir de cuisiner. Mais quand tu es stressé, tu te sens pas compétent, tu sais pas quoi faire, c'est un stress de plus. Puis c'est juste trop facile de dire OK, ben je sais tellement pas quoi faire que j'ai juste acheté de quoi qui s'offre à moi parce que maintenant c'est accessible, tu sais. 100%. C'est intéressant. Je voulais savoir, est-ce que tu sens un peu justement une certaine pression que d'une certaine façon tu dois quasiment éduquer tes clients à apprendre à faire à manger? Tu sais, parce que tu disais que les gens, justement, ils viennent te voir et ils ne savent pas faire à manger, mais ils veulent mieux manger. Est-ce que tu sens un Définitivement. peu... Tu sais, justement, il y a des limites à ce que je peux faire en consultation, mais tu sais, souvent, genre, je leur donne des défis. Mettons, tu sais, comme je vais leur parler... Des fois, je prends un suivi complet puis on parle juste des légumes. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec les légumes? Comment tu peux les cuisiner? Parce que c'est bien beau que je te dise, mange plus de légumes, mais si tu fais juste acheter du brocoli puis faire du brocoli vapeur parce que c'est tout ce que tu sais faire, tu vas être curieux de manger des légumes après une couple de semaines, là. Fait que, tu sais, je leur donne des recettes. Je suis comme, OK, cette semaine, je te mets au défi, là, comme, choisis une recette que tu aimes, tu prends ta liste
quand tu fais ta liste d'épicerie, ben, tu vas chercher ce que ça te prend. Puis là, ben, tu essaies de cuisiner ça. Prévois-toi un petit peu plus de temps. Tu l'as jamais fait. Fait que ça se peut que ça soit un peu plus long. Mais si tu ne le mets pas à l'horaire, ben, la semaine déboule. Puis à la fin de la semaine, ça ne sera pas fait. Ben non. Fait que c'est tranquillement comme ça d'essayer des choses. Puis là, OK, oui, ça a marché. Puis là, les gens prennent confiance en eux. Mais il faut s'investir. C'est que c'est ça. N'importe quel changement d'habitude que tu vas faire, ça va prendre de la motivation et des efforts. T'sais. C'est vrai. C'est pas parce que tu contactes un professionnel que oui, c'est le premier pas, mais après, il faut que ça te revienne à toi. T'sais, moi, je te donne des outils, mais c'est à toi de le faire au final. Fait que c'est ça, des fois, que j'ai l'impression que les gens sont un peu à bout. T'sais, il y a comme un genre d'écœurantite de comme tout va vite, tout le monde est fatigué, tout puis là, c'est comme une chose de plus à réfléchir. T'sais. C'est vrai, puis moi, c'est quelque chose que je pense que c'est peut-être quelque chose aussi qui me reste en tête puis qui me garde un peu motivé à bien manger, mais je me dis, mon corps, j'en ai un, je vais en prendre soin, c'est mon moteur aussi. Si je veux que mon cœur, ma tête, tout aille bien, il faut que je le nourris bien. C'est un peu ma façon de penser, puis moi aussi, comme tout le monde, j'aime ça manger une poutine une fois de temps en temps. Mais il n'y a pas personne qui va me faire croire que tu te sens mieux après avoir mangé une poutine qu'avoir mangé un bon repas sain. Tu sais, comme, on dirait que c'est peut-être que comme juste comme ça, je me motive, mais on dirait que ça me fait du bien de bien manger. Tu sais, je sens que mon corps il va bien, je sens que je suis alerte, que je suis réveillé, j'ai de l'énergie. Fait que tu sais, c'est un peu comme ça, justement ça à mes amis. Mais comme je pense que les gens qui mangent bien naturellement sont comme ça. Tu sais. Puis moi aussi, je me sens mieux, puis je me sens bien comme psychologiquement, dans le sens que j'ai l'impression que je fais la bonne chose, c'est des choses qui sont bien pour moi. Hein. Puis comme, tu sais, c'est ça. Tu sais, si je veux que ma vie continue de bien aller, ma santé continue de bien aller, moi, je veux, tu sais, moi, je dis toujours que je mange bien pour pouvoir encore faire du mountain bike à 80 ans, là, un peu en joke, mais tu sais, je veux bien vieillir, c'est important pour moi. Mais, tu sais, je pense qu'on pense comme ça, justement, quand c'est très intégré, tu sais, mais pour d'autres personnes. Puis des fois, il y a des événements de la vie aussi qui vont avoir fait en sorte que tu vas t'être mis un peu de côté. Tu sais, les femmes, souvent, qui ont des familles, mais elles vont faire passer les besoins de tout le monde avant les leurs, puis finalement, ils s'oublient, puis on oublie que c'est important pour nous. C'est con, mais juste l'estime de soi aussi. Là. Les gens qui ont une très faible estime d'eux, ben, pourquoi tu prendrais soin au final de quelqu'un que tu n'aimes pas? C'est ça pareil. C'est qu'on dirait qu'ils trouvent que ça vaut pas la peine ou comme... Il y a vraiment quelque chose aussi par rapport à l'estime de soi que j'observe là, des fois en consultation. C'est intéressant parce que je veux qu'on parle un peu de la santé mentale. Est-ce que tu sens que tu as peut-être aussi un peu un rôle de psy, des fois, un peu en consultation, de comme vraiment aider les gens de cette façon-là? 90% psychologue, 10% nutritionniste. Ah ouais. Non, je fais des jokes. Là, puis, évidemment, on a un ordre professionnel, puis j'ai des limites à mes compétences. Ben oui. Là, je suis vraiment pas psychologue, mais j'ai organisé justement l'année dernière des formations avec une psychologue parce que j'étais comme, pour vrai, on se fait tellement... Les gens pleurent dans nos bureaux. Là, et il y a beaucoup d'aspects avec la motivation, justement, puis toute ta manière de réfléchir. Puis pourquoi, si tu sais que tu veux pas faire ça, mettons, tu veux pas manger de chips le soir devant ta télé, mais moi, ma job, c'est pas juste de te dire mange pas de chips le soir devant la télé. Tu sais que c'est pas bon pour toi. Là. Mais comment je peux t'amener à arrêter de le faire, c'est de comprendre pourquoi tu le fais. Mais là, on parle pas de bouffe, là. On parle de psychologie. Là. Oui, 100%. Fait que oui, il y a vraiment une grande part de ça, dans la limite de nos compétences, évidemment. Il y a quand même plusieurs outils avec lesquels on peut travailler qui sont pas nécessairement des outils qui sont réservés à la profession de psychologue. Fait que souvent, c'est vraiment une avenue qui va être à évaluer. Puis, mettons, corrélation entre santé mentale et la nutrition, ça, je serais vraiment curieux. Est-ce que tu vois, autant niveau énergie, niveau santé, quand quelqu'un commence à mieux manger, est-ce que tu vois que, entre guillemets, il voit plus clair? Est-ce que tu vois que ça va mieux? Oui, il y a certaines personnes qui vont le dire. Oui, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. Il y a aussi, si on va vraiment un petit peu plus dans la nutrition, pure, là, ben, il y a un lien aussi avec le microbiote, là, le fameux axe intestin-cerveau. Donc, si notre intestin il est bien nourri, effectivement, ça permet de mieux synthétiser les neurotransmetteurs. En tout cas, c'est vraiment pas mon expertise, mais il y a vraiment aussi quelque chose là. Puis, à l'inverse aussi, donc, il y a certaines personnes pour qui l'alimentation, c'est une source d'anxiété. Donc, si on améliore l'acte alimentaire puis on enlève un petit peu de pression qui est reliée à ça, ça permet aussi d'aller mieux au niveau de la santé mentale. Mais clairement, puis c'est un peu pour ça aussi que le mouvement intuitif prend autant de place. Là, c'est qu'on a réalisé à quel point, justement, tout ce qui était l'industrie puis la culture de la diète, ben, ça pouvait affecter les gens au niveau de la santé mentale, de l'estime de soi, puis tout. Parce que toute cette industrie-là, la diète, je trouve que présentement, c'est rare qu'on entend des bons mots de ça maintenant. Avoir une diète, puis je trouve que c'est rendu très mal perçu. Ouais.
est-ce que, tu sais, mettons, je pense un peu à l'inverse, les gens qui vont au gym, qui s'entraînent beaucoup, tu sais, c'est le fameux poulet, brocoli, riz, là, tu sais, on dirait que c'est juste ça. Mais mettons, toi, en tant que nutritionniste, c'est sûr, je me dis, tu sais, évidemment, c'est pas ça que tu vas offrir aux gens, mais avoir un bon plan alimentaire sur une semaine, est-ce que les gens doivent manger tout le temps pour déjeuner, disons, des œufs? Est-ce que les gens doivent manger tout le temps de protéines avec des végétales pour dîner? C'est quoi un peu l'approche que vous avez vraiment, les nutritionnistes, avec quelqu'un qui veut mieux s'alimenter sans être un athlète, sans être quelqu'un qui s'entraîne à tous les jours? C'est quoi un peu l'approche? Ben d'abord, je vais juste te répondre sur les nutritionnistes, dans le sens que tu parles à 10 nutritionnistes, tu vas avoir 10 réponses différentes. Ah ouais. Puis c'est pour ça que, genre, si les gens veulent consulter, ça se magasine un nutritionniste. Il faut que tu aies un fit. Il y a vraiment des approches, il y a vraiment des visions, tu sais. Fait que ça dépend vraiment. Moi, comme je te dis, souvent, j'ai un peu mergé comme, justement, comme un genre de modèle alimentaire qui est comme vraiment basé sur, justement, les principes alimentaires de protéines, végétaux puis tout, à l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que, oui, je vais te donner des recommandations, mais moi, je vais toujours me coller au feeling de la personne. Fait que justement, si j'ai une personne qui me dit comme, ben moi, je déjeune jamais, je mange 2 repas par jour, parfait. OK, bon, ben tes 2 repas, comment est-ce qu'on peut les optimiser pour que tes besoins nutritionnels soient comblés? Versus si j'ai une autre personne qui me dit, moi, je me lève le matin, j'ai faim, puis entre les repas, j'ai faim, je veux manger des collations, ben parfait. Fait qu'on va te faire justement un genre de 3 repas par jour, puis des collations. C'est quoi des collations qui sont nutritives? C'est quoi des déjeuners qui sont nutritifs? Pour ce qui est des déjeuners, puis tu sais, là, tu as dit quelque chose qui, tu t'en rends pas compte, mais c'est très intuitif, puis c'est normal que tu dises ça, mais tu te dis, qu'est-ce que les gens doivent manger? Mais les gens doivent manger rien. Là. Les gens mangeront bien ce qu'ils voudront. Et tu sais, il y a plein d'aliments, puis ça aussi, c'est important par rapport à la variété. Tantôt, je ne l'ai pas nommé, mais tu sais, s'il y a bien une chose qui est importante en nutrition aussi, c'est la variété. Parce que plus que tu manges une variété d'aliments, plus que tu manges une variété de nutriments, donc plus que tu combles les besoins de ton corps. Tu sais. Fait qu'au déjeuner, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. C'est sûr que ce qu'on essaie de mettre un peu de côté, c'est ce qu'on nous a un peu appris quand on était jeune, c'est-à-dire les déjeuners qui sont très riches en carbs, en sucre. On dirait que le petit déjeuner typique du Québécois, si on recule d'il y a 20 ans, c'est comme des toasts, des céréales sucrées, des Pop-Tarts, vraiment comme trop de glucides. Fait que c'est sûr que d'avoir une part de protéines pour soutenir ça, c'est intéressant. Moi, je demande toujours à mes clients, es-tu plus salé, toi, ou tu es plus sucré le matin? Parce que ça, c'est dur à changer, là, je te jure. Oh. Moi, j'adore les œufs, mais le matin, en me levant, fais-moi pas des œufs, ça me tente pas. Je veux manger des fruits puis du yogourt. Des œufs, c'est un dîner pour moi. Okay. Alors qu'il y a du monde, si, mettons, ils sont habitués de manger des œufs ou une omelette, là, essaye de leur faire manger du yogourt puis des fruits, là, ils vont être comme, ça me roule en bouche. Ouais, c'est intéressant. Il y a ça. souvent, c'est pas toujours aussi tranché au couteau, là, mais souvent, il y a comme vraiment une tendance, puis c'est une tendance qui est dure à changer. Fait que, tu sais, moi, mettons, quand les gens me disent, moi, je mange des toasts au beurre de pin. OK, je suis pas 100% contre les toasts, mais on peut-tu manger une toast puis combiner avec autre chose. Fait que des œufs, du fromage cottage, un peu plus de protéines, des noix. Fait que ça, après ça, fait que bref, il y a plusieurs exemples de déjeuner sain. L'important de bon gras, une protéine, puis pas des glucides, ils peuvent être là, mais à grains entiers, puis pas que ce soit juste des glucides. On diminue le sucre, évidemment, Pour ce qui est des repas, le plus de végétaux possible, protéines de qualité. Puis les glucides, encore une fois, ils peuvent être là, mais idéalement de qualité. Donc, c'est sûr que encore une fois, puis il y a la fameuse assiette, l'assiette santé que tu connais probablement. Là. Pour moi, elle fait tout son sens. Là. Moitié de l'assiette de légumes, donc tu t'assures que tu as full de végétaux, puis une variété, là, pas une demi-assiette de concombre. Le plus possible, mets de la couleur, mets de l'amour là-dedans, c'est bon des légumes. Là. Après ça, c'est ça, ta protéine. Fait que pas trop de viande rouge, poulet, volaille, protéines végétales non transformées, idéalement. Puis l'autre corps, justement, un féculent. Fait que ça peut être, moi, j'aime beaucoup le riz sauvage, le quinoa, ça peut être un riz basmati aussi, ça peut être des pâtes de grains entiers, ça peut être des légumineuses. Fait qu'une pomme de terre, patate douce. Bref, je te dirais que c'est grosso modo, là, c'est pas mal ça, une saine alimentation. Parce qu'en fait, c'est simple. C'est pas. Je dis simple. Non, mais c'est ça. C'est simple, c'est complexe à la fois. Exact. Mais quand tu reviens à ça, on dirait que les gens disent, c'est ce que je viens de te dire, là, on dirait que c'est tellement simple que les gens se disent, ouais, mais genre, on dirait qu'il faudrait que j'arrive avec oui, mais là, si tu manges tel aliment avec tel aliment le matin, tu vas stimuler ta... Oui, c'est l'affaire super complexe. Le mec comme, c'est l'affaire. Puis tantôt, tu as parlé aussi de... Est-ce que tu es plus sucré ou salé? Oui.
J'aimerais ça qu'on parle des fameux sucres. Ouais. Là, encore une fois, aujourd'hui, tu as le sucralose, le fructose, le stevia, tout ce qui finit en ose, là, finalement. Un sucre, là. Y a-t-il des sucres qui sont meilleurs que d'autres? Y a-t-il des sucres qui sont pires que d'autres? Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse question. Le sucre, de manière générale, là, mettons qu'on parle du sucre, le vrai sucre, là, fait qui est vraiment ça fait longtemps que je suis pas allée dans ces termes-là. Là. le sucralose, qui est comme finalement la molécule de glucose. Un sucre, c'est une molécule de glucose avec une molécule de fructose. Ouais. Okay? Puis ça, le sucre, qui viennent genre du fruit, qui viennent du sucre blanc, qui viennent du sirop d'érable, du miel, de la date, ce sucre-là, quand il rentre dans ton corps, c'est la même molécule. Exactement la même molécule. Par contre, si tu la manges dans un fruit, ben au moins le fruit, il y a des vitamines, des minéraux, des fibres, donc l'absorption va être ralentie, puis tu vas chercher quelque chose d'intéressant. Par contre, tu sais, justement, la date, elle a des fibres, fait que ça aussi, ça va aider. Mais moi, le monde qui font des muffins aux dates, puis qui disent qu'ils font des muffins pas de sucre, c'est pas vrai. Là. La date, c'est très sucré, là, puis c'est la même de molécules de sucre. J'en reviens pas. OK, c'est super intéressant, ça. Oui, fait que ça, tu sais, du sucre, c'est du sucre. That's it. Wow. Fait que c'est le danger quand on se dit justement qu'il y a des sucres qui sont meilleurs que d'autres, comme mettons le sirop d'érable, le miel, c'est qu'on peut en mettre plus parce qu'on dit mais ça c'est du bon sucre. Mais tu sais la différence entre le sirop d'érable puis le sucre blanc, c'est juste que dans ton sirop d'érable, tu vas avoir un petit peu de tu vas avoir un peu de vitamines, minéraux, antioxydants, mais au final c'est que c'est supposé d'en manger tellement pas beaucoup que je sais pas toi, mais moi je compte pas sur le sirop d'érable pour combler mes besoins en antioxydants là. Fait que c'est vraiment minime comme différence, tu sais. Fait que du sucre, c'est du sucre. Au niveau des édulcorants, mais je te dirais qu'on a encore beaucoup à apprendre par rapport aux édulcorants. C'est très, très mitigé. Il y a certaines études qui laissent croire que ça serait peut-être à surveiller au niveau du microbiote intestinal, des effets délétères finalement sur le microbiote intestinal, mais encore là, ça a été principalement fait sur des communautés de rongeurs, fait qu'on peut pas nécessairement transposer ça à l'humain. Là, il y a justement le stevia qui est relativement nouveau, que tout le monde se dit mais lui, le stevia, c'est correct, c'est bon. Mais encore là, moi, je me rappelle toujours de l'histoire de l'aspartame. Il y a quelques années, l'aspartame est sorti, c'était wow, miraculeux, ils mettent ça partout, tout le monde capote, puis finalement, quelques années après, finalement, l'aspartame, c'était pas si cool que ça. On va l'enlever maintenant. Fait que moi, je reste avec un hold souvent sur les nouveaux produits. Comme moi, j'attends. Puis peut-être dans quelques années, j'en consomme un petit peu plus. Mais pour le moment, moi, je préfère consommer. De toute façon, les trucs qui ont des édulcorants. Hier, justement, à Cial, il y avait la fille avec son truc keto, là, puis là, elle était comme, moi, j'ai des aliments qui sont nutritifs, donc voici mon brownies keto, mon gâteau carotte keto, puis mon biscuit au chocolat keto. Je suis comme, c'est beaucoup trop de sucre. C'est des édulcorants, non, c'est zéro sucré. Elle dit, il n'y a pas de sucre là-dedans, mais non, c'est bourré d'édulcorants, tu sais, mais ça reste en quoi ça me nourrit, ton gâteau carotte, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi là-dedans? C'est juste que tu fais à croire que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de sucre. Au final, il y a des édulcorants. On reste très mitigé par rapport à l'effet des édulcorants sur la santé. Puis juste au niveau, tu sais, un édulcorant, là, ça a un pouvoir sucrant qui est vraiment intense. Ça va jusqu'à 600 fois le sucre. Puis je sais pas toi, là, mais moi, parce que j'en prends des fois des trucs qui sont édulcorés. Là, mettons, je sens les potes de protéines, c'est toujours avec des édulcorants. Là. Puis je suis comme, ça goûte, là, tu sais, le petit dans l'arrière de la bouche. La ouais, gorge. c'est ça. Fait qu'on dirait que tu t'habitues tellement à avoir un kick genre intense de sucre qu'après ça, si mettons tu te dis je vais me faire des muffins avec du sirop d'érable, mais je vais en mettre moins, mais là tu vas dire voyons, ça goûte rien. Tellement vrai. Fait que là tu vas vouloir en mettre plus parce que tu es habitué au kick genre de l'industrie justement qui est vraiment intense. Là. Wow. Et puis mettons quelqu'un qui boit son café. Parce qu'on a parlé que justement tous les sucres, c'est la même molécule au bout de la ligne. Est-tu quand même mieux de mettre un peu de sirop d'érable vu qu'il y a un petit peu de vitamines et de petites Je pense tellement à ma mère quand tu dis ça parce que ma mère a fait ça pendant des années puis elle était convaincue que c'est la chose à faire. Mais tu sais, au final, la bonne réponse, tu la connais. Là. C'est tout la même chose. C'est de pas en mettre. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est de pas en mettre. Mais oui, tu sais, c'est sûr que si tu me dis je mets une cuillère de sucre blanc ou je mets une cuillère de sirop d'érable, ben je vais te dire premièrement, le sirop d'érable, il goûte meilleur. Il est peut-être québécois. En plus. Puis oui, il y a un petit peu de vitamines et minéraux, mais c'est surtout ça. Mais je te dirais, si ton budget il est short, prends le sucre blanc. Ça va faire l'affaire. Parfait. C'était exactement la question que je voulais savoir. Là, j'aimerais ça qu'on rentre un peu dans le jeûne intermittent. Parce que c'est quelque chose que je te parlais avant qu'on rentre en ondes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pour les gens à la maison qui ne savent pas, c'est quoi exactement le jeûne intermittent?
Ah, c'est quoi exactement le jeûne intermittent? OK, ben, c'est dans le fond, c'est le fait de ne pas s'alimenter pendant une période de temps puis de laisser une plage horaire sur laquelle il va y avoir une prise alimentaire. Le plus populaire étant le 16-8. Ouais. Donc, on ne s'alimente pas pendant 16 heures puis on mange pendant 8 heures. Fait qu'au final, justement, c'est de choisir comme la plage horaire dans la journée sur laquelle je vais m'alimenter. Le plus populaire, encore une fois, étant le genre de je commence à manger à 11 puis j'arrête de manger vers 7 heures. Fait que principalement, c'est ça. Il peut y avoir aussi d'autres types de jeûne intermittents, c'est-à-dire, mettons, à un moment donné, comme 2 jours par semaine, je mange pas du tout, ou je diminue les calories à genre 500. Fait qu'il y a différentes manières de le faire, mais concrètement, ce qu'on voit le plus, c'est le 16-8. Puis concrètement, dans le fond, ça se transpose comment dans la vie de tous les gens? C'est les gens, ils arrêtent de déjeuner. C'est ça, là. Finalement, oui, c'est exactement ça. C'est très, très rare que les gens font l'inverse puis ils vont skipper le souper. Là. Fait que souvent, c'est ça. C'est les gens, ils se mettent à arrêter de déjeuner puis commencent à manger plus tard dans la journée. Puis là, il y a aussi, tu sais, le mouvement prend beaucoup d'ampleur. Puis on voit aussi apparaître des gens qui sont comme dans n'importe quel mouvement un petit peu plus extrême, là, puis qui vont manger comme un seul repas par jour. Puis voilà, c'est ça. Puis là, je voulais savoir, toi, en tant que nutritionniste, est-ce que tu es pour ou contre ce mouvement-là? Je sais, dans ton podcast, tu avais déjà dit que tu l'avais essayé. Pour toi, ça n'avait pas fonctionné. Que ça te plaisait moins, en fait, finalement. J'ai faim. Oui, c'est ça. J'ai toujours faim. C'est ça, tu disais que tu avais surtout faim le matin avant qu'on rentre en ondes. Fait que je voulais un peu savoir quelle est ton approche. Si quelqu'un vient te voir et dit, moi, je veux refaire ma nutrition au complet, je veux repartir à zéro, est-ce que tu me conseilles le jeûne intermittent? Bien, je vais te dire pourquoi tu veux faire le jeûne. D'accord. Pourquoi tu veux faire le jeûne? Si la personne, elle me dit, Martine a fait le jeûne, elle a perdu 20 livres, je vais dire, ça se peut que toi, tu ne perdes pas 20 livres, malheureusement. Mais si c'est pour perdre du poids, au niveau de la littérature, il n'y a pas d'évidence scientifique qui disent que le jeûne intermittent permet de perdre du poids davantage qu'une autre modification alimentaire. C'est-à-dire que si tu fais rien, d'autres, tu sais, ça se peut effectivement que comparativement à rien faire, ce soit mieux. Mais comparativement, mettons, à d'autres modifications alimentaires, c'est pas plus efficace. Si tu me dis, écoute, j'ai entendu dire justement que, tu sais, mettons, ma mère fait de l'Alzheimer, j'ai entendu dire que ça pouvait peut-être être intéressant au niveau de tout ce qui était cognitif. Tout là, je dirais, OK, c'est intéressant. Ou bien comme, j'ai jamais faim le matin, là, ça fait des années que je me force à manger le matin. Puis là, j'entends parler de ça. Là. Je pourrais peut-être arrêter de me forcer à manger le matin. Ben oui, effectivement, tu pourrais peut-être arrêter de te forcer à manger le matin. Fait que ça dépend vraiment de la motivation. Puis encore là, tu sais, même si la motivation, c'est la perte de poids, tu peux l'essayer. Mais il faut que tes attentes soient réalistes. Ça se peut que ça fonctionne pour toi, puis ça se peut que ça fonctionne pas. T'sais. Ça fonctionne pour certaines personnes parce que souvent, justement, les personnes qui ont tendance à beaucoup grignoter le soir, des fois, le fait d'avoir comme en tête qu'eux, ils ont une plage horaire sur laquelle ils s'alimentent, puis eux, ça les motive de faire ça parce que c'est très concret. T'sais. Mais des fois, ils vont arrêter de grignoter au final, puis ils vont perdre du poids. OK, peut-être que si tu n'avais pas fait le jeûne, puis juste arrêté de grignoter aussi le soir, ça aurait fonctionné. Mais là, tu le fais, puis ça fonctionne bien pour toi. Fait que tant mieux si toi, tu y trouves du bien là-dedans. Fait que, tu sais, je veux vraiment essayer de voir le pourquoi. Après ça, c'est de le tester. Puis, tu sais, des fois, on recommande aussi quand même d'y aller progressivement. Là. C'est-à-dire que, tu sais, si tu as tendance à, comme, terminer de souper le soir à 19h puis manger le matin à 6h, tu sais, commence par essayer d'allonger un peu la plage horaire plutôt que de tout de suite dire OK, là, je déjeune plus, puis mon premier repas, ça va être à midi, parce que ça se peut que tu trouves ça tough un peu. Ouais. Fait que ça dépend vraiment de pourquoi tu le fais. Moi, les choses que je trouve intéressantes, justement, comme je l'ai un peu mentionné, c'est tout ce qui a trait à le vieillissement cellulaire, la santé cognitive. Je trouve, puis encore là, je peux pas te dire comme hey, le jeûne intermittent, c'est extraordinaire pour le vieillissement, comme tu vas vraiment vieillir plus en santé si tu fais ça. On n'en est pas là au niveau de la science, mais ça semble très prometteur. De ce qu'on peut voir de la littérature, c'est intéressant. Puis assez intéressant, justement, pour que je me dise, j'ai peut-être envie de l'essayer. Puis pour que, si tu t'intéresses justement aux experts anti-vieillissement à l'international, je te dirais que la majorité font des jeûnes, puis des jeûnes pas pire, des bons jeûnes, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment des bons experts du vieillissement qui, puis souvent, c'est des experts quand même qui ont fait toute leur carrière à faire ça, puis qui font le jeûne, puis qui en font la promotion, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose à explorer là-dedans qui, moi, m'intéresse. Mais encore une fois, comme je te dis, je peux pas te dire trancher au couteau comme c'est ce qu'il faut que tu fasses pour qu'il arrive pas ça ou pour qu'il arrive ça. Tu sais. Il y a beaucoup trop de nuances en santé pour ça, puis on n'en est pas là avec le jeûne. Puis là, on parlait beaucoup de ralentir le vieillissement. Scientifiquement, qu'est-ce qui ferait en sorte que le jeûne intermittent ferait ralentir le vieillissement?
Oui, ben en fait, c'est qu'au niveau de la communauté scientifique, ça fait des années qu'ils recherchent quelque chose qui permet de stimuler le processus d'autophagie. Puis l'autophagie, c'est un peu ce que tu me parlais tantôt, sans trop le nommer. C'est un peu le fait de, comme, tu sais, notre corps qui se nettoie un peu par lui-même, tu sais, qui va un peu finalement éliminer les molécules, les cellules qui sont plus désuètes finalement. Fait que le processus d'autophagie, c'est quelque chose vraiment qui est favorable finalement pour la santé humaine, puis que ça fait longtemps justement en sciences, en santé, que la recherche, ils travaillent en recherche finalement pour essayer de trouver des moyens de stimuler ça parce que c'est favorable. Okay. Puis l'une des méthodes actuelles qui semble être favorable à l'autophagie pour justement faire une meilleure job de nettoyage, puis qui est très favorable au niveau justement du cerveau, ben c'est le jeûne. Fait que, fait que c'est vraiment là qu'il y a un petit quelque chose, je pense, qui est émergent puis intéressant et à suivre. Là, tu as dit quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais, depuis plusieurs années, les chercheurs cherchent de façon de nettoyer le corps. Là, je déroge un peu du sujet du jeûne intermittent. On entend souvent les fameux detox. Tu sais, mettons, juste boire des jus, juste boire, mettons, de l'eau au citron. Concrètement, ça fait-tu vraiment quelque chose? C'est plus une vente de rêve? C'est vraiment plus une vente de rêve. Puis, dans le fond, ben, y a différents éléments là-dedans. Là. C'est-à-dire que les affaires de boire du jus, souvent, c'est vendu en détox, mais souvent, c'est vendu aussi pour la perte de poids. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que les gens, des fois, ils vont se sentir bien parce que pour eux, puis tu sais, comment c'est fort aussi l'effet placebo. Là. Tu bois juste du jus vert pendant comme 3 jours. Là, ben, tu sais, t'es comme déballonné parce que t'as faim. Genre, ça fait 3 jours que t'as pas mangé. Ben oui. Fait que tu te sens bien. Mais, tu sais, mettons que t'as perdu 4 livres en 3 jours, ben, tu vas recommencer à manger, tu vas leur reprendre ton 4 livres. Là. Fait que ça. Parce que c'est de l'eau, en fait, que tu perds, c'est ça? Oui, ben entre autres, mais même si tu aurais perdu du gras, je veux dire, aussitôt que tu te réalimentes, puis tu sais, du gras, dans le fond, 1 livre de gras, c'est 3500 calories. Là. Fait que, tu sais, quand les gens me disent j'ai mangé un gâteau samedi soir puis j'ai pris 2 livres, non, c'est pas ton gâteau qui te fait prendre 2 livres, ça se peut pas, là. Fait que, bref, mais oui, clairement, il y a une perte d'eau, puis tu sais, souvent, justement, au niveau du système digestif, ben tu sais, si tu vas éliminer, mais là, t'as plus de sel, là, dans le fond, ton corps, il est comme un peu vide, finalement. Fait que ça. Puis sinon aussi, il y a plusieurs produits détox qui vont contenir des laxatifs. Fait que des molécules laxatives. Fait que tu te vides, mais là, t'as vraiment le feeling que tu te détoxifies, tu sais, parce que tu te vides. Fait que t'es comme, OK, ouais, ça marche. Puis là, après, t'es comme, ouais, je me sens mieux. Puis là, peut-être que justement, t'es sur un petit high de. Tu sais, si tu bois juste du jus ou des trucs au citron, justement, ça se peut que t'aies tellement pas de calories puis de glucides, que tu tombes un peu sur le fameux effet de la cétose ou du jeûne intermittent, justement, quand tu fais pendant longtemps, que ton corps, il carbure plus aux glucides, il carbure finalement sur ta masse adipeuse. Fait que là, ton corps, pour nourrir ton cerveau, il produit, c'est un peu complexe, là, mais il finit par produire ce qu'on appelle des corps cétoniques. Puis ça, sur certaines personnes, ça a comme un effet de petit buzz au cerveau, de petite euphorie, genre. Oh ouais. Fait que c'est pour ça que des fois, les gens, ils peuvent comme se sentir bien, puis comme full d'énergie, mettons, mais c'est toutes des choses qui vont être temporaires. C'est tellement intéressant parce que je trouve qu'il y a tellement une grosse corrélation entre nutrition et cerveau. Tu sais, je trouve qu'on parle beaucoup de cerveau. Depuis le début de l'épisode, on parle beaucoup du cerveau. Fait, là, encore une fois, je déroge du jeûne intermittent, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point que notre alimentation a un effet autant sur notre cerveau que tantôt, tu parlais aussi des intestins. Puis il y a un nouveau documentaire sur Netflix. Ben oui, j'ai vu ça. Est-ce que tu l'as écouté? J'ai vu, j'ai pas vu. Ah, OK. Parce que justement, je l'ai commencé avec ma copine. Puis il y a un chercheur qui lui disait, dans le fond, notre intestin est notre deuxième cerveau. Puis je trouvais ça super intéressant. Fait que, tu sais, je voulais un peu voir avec toi la bonne alimentation. Tu disais que quand une bonne alimentation a un effet sur le cerveau, une mauvaise alimentation aussi a un effet sur le cerveau. Comment quelqu'un peut voir un changement sur son cerveau lorsqu'il se met à bien manger? Est-ce que ça va être... On parlait tantôt d'avoir plus d'énergie, mais est-ce que, tu sais, mettons, là, je donne un exemple, c'est niaiseux, mais est-ce qu'il va avoir plus de mémoire, mettons? Tu sais, vas-tu avoir comme des effets? Ben, c'est tellement difficile, puis c'est tellement multifactoriel que je pense pas que tu peux dire « Hey, j'ai plus de mémoire. » C'est vraiment, tu sais, à un moment donné, ça m'a tellement marqué. Là. Il y a comme un monsieur qui m'avait dit que « Hey, ouais, j'ai commencé à manger des noix du Brésil la semaine passée, là, puis je me demande, ça prend combien de temps avant de voir des effets? » Je suis comme des effets, genre, tu t'attends à quoi? Je sais pas, là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que c'est très subtil, c'est
c'est très multifactoriel, tu sais, parce que, mettons, tu pourrais dire, bon, j'ai commencé à manger des bons gras parce que, justement, les bons gras, puis, tu sais, les oméga-3, justement, puis le cerveau, la dépression, c'est très documenté, ça aussi. Fait que souvent, justement, quelqu'un qui va avoir un état dépressif, donc la supplémentation en oméga-3 à certaines doses peut avoir des effets favorables. Donc, mais encore là, tu sais, c'est que mettons, OK, tu introduis les oméga-3, mais au travers de ça, est-ce que parallèlement à ça, tu fais une démarche psychologique? Est-ce que ton sommeil est meilleur? Est-ce que tu t'es remis à faire de l'activité physique? Au-delà des oméga-3, qu'est-ce que tu as mis dans ton assiette? Qu'est-ce que tu vis au quotidien? Au travail, c'est plus stressant. On peut pas... Puis, tu sais, oui, il y a, mettons, comme là, j'identifie les oméga-3, mais il y a plein de molécules au travers, puis probablement que tu vas faire au travers, mais autour, dans toute ton alimentation, puis notre alimentation d'une journée à l'autre, même si on change des choses puis qu'on améliore notre alimentation, est meilleure, mais tu sais, c'est toutes des choses qui vont prendre... Puis tu sais, c'est très subjectif aussi. Là. C'est très subjectif, tu sais, comme l'énergie. Là, je donne une conférence là-dessus, une conférence d'une heure sur l'énergie, mais tu sais, c'est très difficile de déterminer quoi faire exactement pour avoir plus d'énergie au quotidien, parce que l'énergie, c'est dur à documenter parce que tu peux pas dire, moi, je vais te prendre une prise de sang, je vais te faire une biopsie, puis je vais savoir si tu as plus d'énergie aujourd'hui. C'est très subjectif. C'est toi qui dis si tu as de l'énergie ou tu n'as pas d'énergie, tu comprends? Ouais. Fait que si tu te dis, ben aujourd'hui, je sens que j'ai de l'énergie, mais c'est quoi, tu sais, avoir de l'énergie, puis si demain, tu sais, je pourrais être dans un même état, ou ben tu pourrais être dans exactement le même état que moi, puis toi, tu dirais, non, j'ai pas d'énergie, alors que moi, je suis comme, non, j'ai de l'énergie, tu sais. Wow. Fait que il n'y a rien d'objectif dans l'énergie, là. À part vraiment l'énergie de l'ATP, qui est vraiment la molécule qui te permet à ton corps de bouger. L'énergie vraiment comme cellulaire. Là. Fait que, c'est ça. C'est encore complexe. Je t'aide dessus, là, je fais juste te mêler. Non, mais c'est super intéressant parce que je trouve que justement, un peu comme on dit au début, tu sais, aujourd'hui, avec autant avec les réseaux qu'avec Internet, une chose est bonne, une autre chose est... Mais je me rends compte que c'est très complexe, mais à la fois très simple. C'est ça. C'est de revenir un peu aux bases. Je trouve on a accès à tellement d'informations, on a accès à tellement de suppléments, on a accès à tellement de nourriture aujourd'hui, mais que concrètement, ce qui est bon, et c'est quand même ce qu'on faisait au début. C'est que souvent, en plus, les gens s'attendent parce qu'on dirait que les gens sont tellement à la recherche d'aller mieux. Il y a quand même une grande souffrance collective, je pense. Puis les gens sont tellement à la recherche d'aller mieux qu'ils cherchent des petits trucs miracles. Mais le problème étant que souvent, même si ça fonctionne, comme mettons, dans le sport, c'est très étudié, le lien entre justement telle molécule ou tel aliment puis les performances sportives. Mais même quand on sait que ça fonctionne puis il y a une corrélation qui est positive, ben c'est genre tu vas être 1% meilleur ou même 0,5% meilleur. Fait qu'au niveau des athlètes de haut niveau qui se battent pour des secondes, ça marche. Mais toi qui sors dehors faire ton jog avec ton chien, genre, tu ne verras pas de différence. Ben non. Wow! Ouais, fait que je veux pas, tu sais, des fois, je pense que les gens, ils ont des grandes attentes par rapport à l'alimentation, mais il faut un peu comme, tu sais, oui, c'est super important de bien manger, mais c'est super important sur 80 ans, tu sais, pas sur toi demain, là, genre. Parce que tu penses que justement, c'est un peu la société aujourd'hui qui, je trouve qu'on est dans une société très, très axée sur la performance, très axée sur être beau, être ci, être ça. Est-ce que tu penses que l'alimentation prend aussi un rôle que, si tu manges du steak ce soir, le matin, tu vas courir un marathon. Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu ça? Genre, c'est qu'on vend un peu de rêve aux gens avec l'alimentation puis avec les... Ouais, je pense aussi. Oui. Il y a un lien, une corrélation un peu avec tout ça. Ouais, ben oui, parce que comme je te dis, les gens sont vraiment à la recherche. J'ai l'impression, comme je te dis, qu'il y a un mal-être collectif, puis il y a de plus en plus aussi de pathologies, les troubles digestifs. Il y a plein de gens qui ont vraiment des symptômes digestifs, qui ont de la misère à trouver la cause, au niveau de la santé mentale. Fait qu'il y a plein de gens qui, au quotidien, vivent avec des petits problèmes puis qui cherchent la cause puis veut pas, on mange plusieurs fois par jour, fait que c'est sûr qu'on peut comme mettre l'alimentation sur un spotlight puis c'est tout à fait correct de le faire, mais je pense qu'il faut se décrocher un peu du micro, tu sais, puis vraiment comme dézoomer là, puis prendre ça, tu sais, puis plus qu'on est dans le micro, plus qu'on se complique la vie, plus qu'au final souvent on s'éloigne des bonnes choses à faire, tu sais. Parce que les bonnes choses à faire, là, c'est ça. Là, finalement, on va tellement avoir focusé sur les suppléments, plein de patentes, que on arrive, puis je vais me faire une pizza congelée, tu sais. Puis je suis capable d'écœurer, de genre se casser la tête avec la nourriture.
Est-ce que tu penses que les addictifs aujourd'hui en nourriture ont un peu un lien avec tout ça, le mal-être des gens, les gens sont plus ballonnés? Tu penses que c'est un peu un lien? En partie, les additifs, tout, oui, ça c'est sûr. Je pense oui. Mais l'environnement aussi, on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens aussi, le stress, plus la sédentarité. Fait qu'il y a plein de choses, mais c'est sûr que le modèle alimentaire tel qu'il est maintenant, avec tout ce qui est transformé, a définitivement un impact, oui, sur les problèmes digestifs des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur de voir autant d'addictifs, d'édulcorants, un peu de n'importe quoi dans la nourriture aujourd'hui? C'est-tu quelque chose qui, avec tes clients, que tu essaies un peu d'éviter en consultation? Oui. Ben, je pense qu'il y a eu genre, mettons, comme moi, quand j'étais jeune, là, des fois, les gens sont comme « Ah, il me semble que mon gars, mes enfants mangent sucré. » Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais des lunchs, il y avait toujours comme un petit jus avec un petit gâteau vachon, puis mangeais des céréales pour déjeuner. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a eu une époque où c'était vraiment fou, là, comme vraiment quand ça a pris de l'ampleur, toute l'industrialisation dans le monde de l'alimentation. Puis là, je sens qu'on est comme un peu en train de comprendre la patente. Là. Surtout les jeunes. C'est sûr qu'il y a des générations, comme les générations de nos parents, eux autres, c'est un peu intégré, puis ils ont encore plus vécu là-dedans que nous. Ben oui. Mais je vois qu'il y a un mouvement qui se fait. Évidemment, c'est pas tout le monde, mais je pense qu'on est de plus en plus conscient par rapport à ça. Puis je pense aussi, je reviens à ma journée d'hier, Cial, que je pense aussi que l'industrie est consciente de ça. Puis l'industrie est consciente que le consommateur, au final, il a besoin d'un coup de pouce. Il sait pas cuisiner, fait que oui, il veut se tourner vers l'industrie, mais il veut pas nécessairement manger de la bullshit pour autant. Fait que de plus en plus, l'industrie fait attention à ces choses-là parce qu'il y a un consommateur qui est exigeant au final. Puis c'est le consommateur qui paye. Fait que... 100%. Moi, c'est drôle parce que je repense à quand j'étais jeune, puis quand j'étais jeune, je parle comme j'avais 70 ans. Tu sais, quand j'étais, mettons... moi aussi, moi, quand j'étais jeune. La vieille époque. La vieille époque. Tu sais, je pense, mettons, quand j'étais enfant, au début de l'adolescence, puis il y avait des annonces à la télé de, mettons, Fruit Loops, de Nutella, puis on disait donc que c'était des bons déjeuners. Après ça, quand tu te mets à aller les ingrédients, c'est comme finalement, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a absolument rien. Mais c'est que je trouve aussi les compagnies avec les équipes marketing nous font accroire tellement de choses. Fait avec des vrais fruits. Mais j'espère que c'est des vrais fruits, dans le sens, il n'y a pas de faux fruits, tu sais. Fait que je trouve qu'on est tellement... on a été longtemps pris dans une roue, un peu. Peut-être que là, il y a un tremplin, parce que les gens veulent être plus en santé, ils veulent mieux manger. Fait qu'on s'éduque peut-être plus. Mais je trouvais ça fou de repenser à ça, puis de voir ça. Puis je me dis... Hey, finalement, c'était vraiment de la merde ce que je mangeais, mais on était sûr que c'était Mais c'est bien. pour ça qu'il y a quand même aussi une responsabilisation au niveau de l'individu de dire, OK, ben moi, je suis un minimum éduqué pour que si on essaie de me passer de la bullshit, ben, je suis en mesure de m'en rendre compte. Puis, ça, c'est vrai au niveau alimentaire, mais c'est vrai au niveau politique. Je veux dire, ça s'étend à toutes les sphères là, de notre vie, tu sais. Fait que c'est vraiment de s'intéresser un minimum pour être en mesure de faire des choix éclairés, puis d'être intelligent, puis de prendre des décisions qui sont favorables pour nous dans le contexte où nous, on décide que c'est ça qu'on veut faire, tu sais. Moi, j'ai découvert une application, je ne sais pas si tu connais, c'est Yuka. Ouais. Je suis un grand fan de Yuka, en fait. Moi, je l'utilise beaucoup. Tu sais, je me fie pas aux chiffres, je me fie pas à quand il me dit qu'il y a trop de calories, blabla. Moi, c'est vraiment plus les additifs. S'il n'y a pas d'additifs, je vais prendre le produit. S'il y a des additifs, à moins qu'il y en ait un, c'est pas la fin du monde. Mais si je vois qu'il y a 7-8 additifs, je vais essayer d'éviter ce produit-là. Puis je trouve que cette application est très pratique pour ça. Ça dit, mettons, bonne quantité de protéines, bonne quantité de sucre, de gras, blabla. Je trouve que c'est une belle alternative. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je sais pas, on est en rendu où maintenant avec Yuka. Quand ça a sorti, il y avait des lacunes. Là. Des fois, pour l'avoir essayé, je scannais des trucs qui étaient comme pas du tout hot, puis ça disait que c'était bien, puis à l'inverse. Mais je pense que c'est mieux. Puis je pense que c'est définitivement mieux que rien. Fait qu'effectivement, ça permet. Moi, tu vois, Yuka, je l'utilise pour les produits justement dans lesquels j'ai aucune connaissance. Là, les produits plus de cosmétiques, d'entretien, qu'on veut aussi de plus en plus naturels parce que veut pas s'absorber par notre peau aussi. Là. Moi, je connais fuck all là-dedans. Fait que j'ai fait confiance. Je me dis c'est mieux que rien. Puis effectivement, les professionnels disent que ça fait quand même une bonne job. Là. Fait que oui, tu peux prendre ça comme base. Là, j'aimerais ça qu'on vienne au jeûne intermittent. Ah, OK, on est bien. Est-ce qu'il y a des... Parce que là, on parle des bienfaits. Puis, je veux qu'on voit les deux côtés de la médaille. Est-ce qu'il y a des côtés néfastes au jeûne intermittent?
Ben, en fait, c'est que le jeûne intermittent n'est pas pour tous. Donc, si, mettons, tu fais le jeûne intermittent puis que tu réalises que quand tu arrêtes de jeûner, tu as tellement faim que là, tu manges n'importe quoi ou tu binges. Tu sais, il y en a justement quelqu'un qui aurait une relation qui est très malsaine avec la nourriture. Le fait de se priver comme ça pendant une période de temps, ça peut faire en sorte que, au moment où on recommence à manger, là, on a faim puis on mange n'importe quoi. Fait que c'est beaucoup de s'observer puis de s'analyser. Tu sais, quand on dit que c'est personnel à chacun, puis de voir comment on réagit. Évidemment, c'est pas fait non plus pour une femme enceinte, c'est pas fait pour des enfants. C'était ma prochaine question. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a certaines c'est pas fait pour une personne qui a un trouble alimentaire. Il y a certaines catégories de personnes qui sont mieux de pas aller là. Mais au final, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, là, puis ça se peut que je me trompe, honnêtement, mais je pense pas nécessairement qu'il y ait d'effet néfaste à faire le jeûne intermittent. Mettons, femme enceinte, on évite ça. Enfant, ado, c'est plus, mettons... Trouble alimentaire. Trouble alimentaire, oui. Mettons plus un adulte en bonne santé ou même un adulte en bonne santé, mais même au niveau de l'hypertension, super, il y a quand même des bons résultats. Au niveau du diabète aussi, ça semble intéressant. Fait que, même s'il y a une pathologie, c'est sûr quand il y a quelque chose de pathologique, il faut se référer à des professionnels. Là, on ne veut pas non plus se ramasser avec des diabétiques qui font des des hippos, là, mais c'est ça. Somme toute, oui, en bonne santé, puis même avec des pathologies, dans certains contextes, ça peut être intéressant. Tantôt, tu parlais du 12-8. 16-8, pardon. Moi, je suis peut-être plus dans le 12-12. Est-ce que ça devient intéressant ou c'est vraiment plus le 16-8 qui est vraiment bon? On dit qu'à partir de 12 heures, en fait, ça commence à être intéressant, justement. Fait que l'idéal est vraiment plus le 16-8. L'idéal, c'est ça, c'est dur à dire. Là, l'idéal pour toi, je sais pas, l'idéal, c'est... À partir de 12, ça commence à être intéressant. Je vais m'arrêter là. Est-ce que c'est quelque chose que tu endosses, que tu serais prête à présenter à un client ou tu préfères pas nécessairement? C'est rare que moi, je le suggérer, à moins vraiment que, justement, ça arrive encore là, que des clients me disent moi, je me force à déjeuner, j'ai pas faim, mais je sais que c'est le repas le plus important de la journée. Puis là, je vois qu'ils se forcent puis qu'ils n'ont pas faim. Je suis comme, mais pourquoi tu déjeunes? Mais des fois, on n'a pas besoin de mettre, encore une fois, un nom, une case, tu sais, tantôt, on parlait d'alimentation intuitive, là, mais c'est ça. Là. Pourquoi tu te forces à déjeuner si tu n'as pas faim, dans le fond, attends d'avoir faim? Puis si ça vient à 10 heures, puis qu'au final, ça fait comme elle n'a pas mangé pendant 14 heures. OK. Puis tu sais, des fois, les gens me disent moi, je fais jeûne intermittent, mais naturellement. Ben c'est ça. Tu sais, on a-tu vraiment besoin de mettre un nom, une case, un titre? C'est comme mange quand tu as faim, finalement, puis arrête de t'encabaner dans des concepts. Là. Puis est-ce que tu penses que justement. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on dit les gens se forcent à manger le matin. Moi-même, le premier, je me forçais à manger le matin. Est-ce que tu penses qu'on s'est tellement fait dire que le déjeuner était le repas le plus important de la journée que maintenant, on est comme faut qu'on déjeune, faut qu'on déjeune? 100%. C'était un des messages les plus véhiculés par rapport à la nutrition. Là. C'est important de manger le matin, déjeuner le repas le plus important de la journée. On nous a vraiment répété ça sans cesse. Fait que oui, définitivement. Et les gens le croient encore. Puis j'ai envie de dire, pour certaines personnes, c'est probablement vrai. Il y a assurément plein de personnes que tu leur dis demain matin, tu déjeunes pas, puis tu vas faire ta journée, là, qui passe pas de mes journées. Là. Fait que, c'est pour certaines personnes. Pour les enfants, j'enverrais pas non plus un enfant à l'école sans avoir mangé. Eux, ils sont en pleine croissance. Ils jouent dehors à la récréation, comme ils n'ont pas la vie que nous, on a en tant qu'adultes. On a souvent entendu le repas le plus important, le déjeuner. Est-ce que tu considères que tous les repas sont importants ou il y en a un qui a une certaine place plus intéressante que l'autre, mettons le dîner vu que c'est au milieu de la journée? Ou... Non, pas du tout. Tout comme justement, si on voudrait faire le jeûne, puis décider de déjeuner, dîner, puis de skipper le souper, c'est correct. C'est juste que, de manière culturelle et sociale, c'est beaucoup moins intéressant de sauter le souper. Fait que, mais ça pourrait être ça aussi. Puis mettons, dans notre génération, qu'est-ce que tu penses qui est le problème au niveau de la nutrition? Je l'ai dit tantôt, le manque de compétences culinaires. Les gens ne savent pas cuisiner. C'est vraiment poche. Ça fait en sorte qu'ils deviennent dépendants de l'industrie. Et donc, ça fait en sorte qu'ils ne suivent pas ma recommandation. Mais selon moi, la recommandation la plus importante, qui est de juste manger les aliments le moins transformés possible. Puis pour terminer, je pose tout le temps la même question à mes invités. Comment va ta santé mentale? Ma santé mentale va très bien, pour vrai. Oui. J'ai pas besoin de l'élaborer. Je me porte très bien, merci, c'est gentil. C'est super. Yo, merci pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Je vais mettre tous les liens de Vanessa dans la bio, donc vous allez pouvoir aller la suivre et me poser des questions si vous avez des questions. Cool. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.